on nous a soufflé à l'oreille il y a juste quelques heures concernant toujours le FODAC fonds d'appui aux arts et à la culture par rapport à ce qu'on a annoncé la fois dernière. Oui, toujours. Parce qu'il y a le ministre Bill de Sam qui tient coûte que coûte, je ne sais pas pour quel dessin, à quel dessin j'allais dire. Hier, le secrétaire général du département était face à la presse. Oui, est-ce que pour François expliquer. Bruno a convaincu? Bon, c'est pas évident. En tout cas, de toutes les façons, je commence à comprendre qu'il y a il y a une parfaite complicité entre les deux, même si au départ, ce n'était pas le cas, parce qu'on sait que Bill de Sam, c'est pas ça. Lorsque nous parlons de technicité, donc il fallait approcher quelqu'un comme Bruno. Nous l'avons appris, on sait quand même, quand il est question de monter des projets ici, qu'on est très bien. Donc il fallait quelqu'un. C'est un technocrate, donc il fallait quelqu'un à côté pour un peu le coacher. Sinon, à lui seul, Bill de Sam, ça allait être là. Non, mais pas du tout. Non, mais il va me laisser terminer. Il a fait ses preuves. Ah bon? Il a fait ses preuves. Non, mais attention. Il a fait ses preuves. Il a fait des formations au Canada. Attention. Non, il ne s'agit pas d'aller au Canada. Oui, mais il a fait aller là-bas. Il a fait des formations. On peut tous étudier au Canada. Non, mais il a fait des formations. J'en sais quelque chose. Il a fait ses preuves où? Marouane, je ne parle pas du cas de Bundu. Si là, mais pour le cas de Bruno, il a bel et bien fait des formations. Non, on ne parle pas de formations. Je vais terminer si vous permettez rapidement. On ne juge pas par rapport à la formation. Si vous permettez rapidement. Alors, je reviens encore sur la lettre. Tout se brûle. C'est d'ailleurs vous qui avez ébruité ce dossier. Oui. Qui a pris une ampleur. Oui, qui a pris une ampleur. On a vu Kamano avec un groupe d'artistes. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est Adraman Sonti Koundou Waka. Oui, qui fait une conférence de presse. Donc, une véritable instrumentalisation. Oui, une bataille d'intérêt. Une bataille d'intérêt. Donc, on apprend que le ministre Bill de Sam a introduit une lettre demandant au ministre de l'économie et des finances d'auditer le FODAC. Donc, on attend de voir la suite. Oui, c'est tout à fait normal. Mais sauf que moi, j'ai peur que ça ne soit une balle au rebond, c'est-à-dire que on sait tout récemment, il a été question de rénover le musée de Sandalvalia. Ça fait une demande à charge qui va devenir à décharge. J'étais en train de parler de 4 milliards, vous m'avez rectifié hier, c'est 5 milliards. Bien Alors entendu. si on veut auditer le fonds, c'est tout à fait normal, parce que ça fait partie de ses pouvoirs, lui le ministre, mais aussi de l'autre côté parce aussi, il faudra fouiller pour ce qui est de la demande de rénovation à hauteur de 5 milliards, donc destinée au musée Sandalvalia. En attendant, le conseil d'administration va statuer sur la question, parce que la fois dernière, on se posait la question, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place une structure parallèle au conseil d'administration qui, en contrepartie, peut-être pourrait jouer le même rôle que le conseil d'administration, d'où le comité dont on a parlé ici la fois dernière, comité qui est chargé de contrôler, de fouiller un peu sur la gestion du FODAC, pendant que le FODAC dispose, comme la plupôt des EPA, un conseil d'administration. Est-ce qu'à partir de là, on n'est pas en train d'installer une structure qui va être parallèlement avec donc, le conseil d'administration? C'est la question qu'on se pose. Mais d'ici là, je pense que le conseil va se réunir les jours à venir pour essayer de statuer justement sur cette question, sur cette question d'idodite. Sobari avait pourtant dit Ndoye, qui n'avait rien à dire. Oui. Mais il a demandé la parole. Oui, bien ça. On la donne. C'est ce le biscuit est ce là. Réaction. D'accord. Voilà. Je n'ai pas les mêmes lectures. Les mêmes introductions au niveau de ce département que Ndoye. Mais sur la base de ce que je lis à gauche et à droite, alors je crains qu'on ne fasse, en tout cas sur le cas FODAC, un mauvais procès au ministre Bill de Sam. Ah bon? Honnêtement, demande la rénovation. Je ne parle pas de la rénovation. Il appelle une entreprise, le lendemain, l'entreprise va décoiffer le musée. Vous avez aussi des journalistes sur le terrain. Est-ce que vous avez envoyé des journalistes constater l'état actuel du musée national de Sandalvalia à Bouakar Sobari? Non, je ne l'ai pas fait encore. Je ne l'ai pas fait encore. Mais je disais que pour moi, il y a deux choses à distinguer. Le contrat relatif à la rénovation du musée Sandalvalia nécessite qu'on enquête, qu'on investigue. Mais je dis dans le dossier du FODAC. Moi j'ai suivi, vous le disiez tout à l'heure, j'ai suivi François Bruno hier.
honnêtement, l'explication qui a été fournie, je ne sais pas si c'est le reflet de la réalité. Mais si tel était le cas, personnellement, je n'ai absolument rien à reprocher au fait qu'on ait décidé de geler le financement des projets. Bruno s'est argumenté. Hein. D'accord. C'est un porte-parole d'un des grands partis politiques du pays. C'est le premier... Non, on peut tout le reprocher, mais trouver les arguments de ce qu'il veut dire, il n'y a aucune difficulté. Pour enfuir des sous Bon, j'ai dit en tout cas, si c'est pour convaincre, il veut dire quelque chose, il n'a pas de difficulté à trouver les éléments. Alors je vais vous dire, moi, depuis qu'on a commencé à parler de projet des artistes, personnellement, je me pose la question, est-ce qu'il y a des artistes guinéens qui peuvent s'en sortir? Parce que soyons honnêtes, en Guinée ici, quand on parle généralement d'artistes, en tout cas, parce que ce qu'on entend généralement par artistes, c'est les chanteurs. Les chanteurs. Ouais. Alors, quand on parle d'artistes dans ce monde-là, ça ne rime pas avec projet. Ça rime avec prestation, vous récupérez les sous tout de suite. Ouais. Alors là, on est en train de parler de projet. Alors, si le ministre Bill de Sam décide qu'il faut mettre en place des dispositifs, un mécanisme pour que la gestion des ressources-là soit mieux contrôlée, pour que, à la limite, parce que, à la limite, c'est le seul ministre qui pense à demain. Mais c'est trop dire. Hein? Oui, je vous dis. Alors vous avez été séduit, hein? Non, je pas que convaincu par la sortie de Bruno. Si c'est Bill de Sam seulement qui pense à demain, et le reste. Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. C'est osé. Non, j'assume. J'assume. C'est osé. C'est totalement assumé. D'accord. Voilà. Puisque l'histoire est là. Allez-y. Mais c'est quand même osé, hein? J'ai parfaitement compris. Allez-y. L'expression que vous avez employée. Et c'est imprudent même. Ah, merci. Très imprudent. Non, je dis. Je sais que c'est assumé, mais je dis c'est imprudent. Non. Et vous êtes libre de votre point de vue. Okay, je suis parfaitement d'accord. Okay. Alors, je dis que, il dit que parce que demain, il est à la tête de ce département. Si aujourd'hui on est en train de parler de 10 milliards qui ont été mis dans le cadre du FODAC, si il laisse ces ressources-là gérer, se volatiliser, comme les gens veulent l'entendre, à la limite, il est seul à qui on va demander des comptes demain. Ah non, pas du tout. Il est passé à côté. Non, ça c'est pas un argument. C'est pas du solide. L'EGP relève du ministère de la communication. Mais la gestion de l'EGP, c'est... essentiellement Mangia et son équipe. Non. Celui qui répond actuellement. C'est Mangia. Oui. Voilà. Donc, pour demain, ça va être pour Mangia, pour les autres. Attention. Chacun rendra compte de sa gestion. Ça, sans se barrer. En tout cas, il n'y a pas de responsabilité. Il ne faut pas que ceux-là aussi pensent qu'on n'est pas allé à l'école, là. Il n'y a pas de responsabilité déléguée. On ne délègue pas la responsabilité. Non, c'est que vous dites, mais c'est grave. Quand ils disent que non, Alpha Souma va être le responsable par rapport à la gestion d'un fonds. Non, attendez. C'est un fonds qui a une direction générale, qui a un conseil d'administration. Permettez, est-ce que ça l'autorise à croiser les doigts en sachant que... dire qu'il va être le responsable demain, le seul comptable. Non, mais là, il a... Permettez. Il veut se jouer de l'intelligence des Guinéens. Non, pas du tout. Vous savez, c'est un ministère qui dormait. Et il faut voir. Je vais t'aider parce que je vais pas voir mon grand frère sans se noyer comme ça. Je vais au moins te sauver parce que ce qui se passe, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même hallucinant. Il fallait s'attendre à ça. Non, mais je veux pas voir mon grand frère sur cette mauvaise piste là. Il faut qu'on te sauve. On doit te sauver. C'est que en termes de gestion, les responsabilités sont clairement définies entre le directeur d'une structure donnée et son ministre de tutelle. D'abord, du point de vue responsabilité, il n'y a qu'une question, comment on appelle, une administrative de tutelle. Il n'y a pas on ne délègue pas la gestion financière. Là, elle s'assume et la responsabilité, voilà, justement, une tutelle financière. Et une tutelle administrative. Et quand on voit au niveau de la responsabilité, qui signe les chèques, c'est le directeur général. En quoi cela peut être mis à la responsabilité d'un quelconque ministre? Je pense que Bill de Sam, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas à son poste. Il faut l'assumer. Et d'ailleurs, on ne peut pas résumer la vie de tout un département par rapport à un fonds qui existe, un fonds de 10 milliards. Qu'est-ce qu'il fait de l'utilisation de son budget à lui? C'est là la question. S'il veut venir en aide aux autres, non, il est tellement intéressant parce qu'on est dans une transition. On estime que la refondation, c'est d'aller faire des sorties de pistes, aller jouer dans la surface des autres. Je pense que cela ne doit pas. Il faudrait quand même qu'on apprenne à ces gens c'est quoi la
gestion, c'est quoi la responsabilité et qui doit répondre devant la loi. On parlait tout à l'heure de Faya. Il n'est pas à un niveau, il ne doit pas réduire un poste technique de secrétaire général d'un département à un poste de communicant, parce qu'aujourd'hui il suffit juste d'attaquer le département, il est là, c'est comme si c'est un communicant qui est recruté. Non, quel technicien? Il a fait quelle preuve avant d'être là-bas? C'est une question que je pose. Il a fait quelle preuve? Il est très bien montage de projet. Allez-y. Montage de projet? Non, on l'a connu au PEDN. Premièrement, pour dire par exemple qu'il est responsable, il est le technicien du département, il ne devrait pas réduire le poste de secrétaire général à un poste de communicant. Nous sommes tous là, c'est nous qui demandons que les acteurs, les services, ceux qui servent l'État, communiquent quand il y a nécessité. Aujourd'hui, il y a une polémique autour de ce fonds-là, que quelqu'un du département puisse communiquer, donner la version du département, je ne crois pas que ce soit un crime. Ça, c'est un. La deuxième chose, je dis, est-ce qu'on admettrait, c'est-à-dire puisque ce n'est pas lui qu'on demanderait des comptes, on admettrait que Bill de Sam, sachant que ce fonds se gère mal, qu'il croise les bras et qu'il laisse... Il gère bien son budget. La question n'est pas ça, Marouane. La question n'est pas ça. Est-ce qu'il gère son département? Ça, c'est un débat. Est-ce que le FODAC est bien géré? C'est un autre débat. Est-ce que lui, il devrait croiser les bras en sachant que le fonds FODAC n'est pas bien géré? C'est la question que je pose. La deuxième chose que je demande dans le cadre, quand vous écoutez François, quand vous écoutez François, on ne le reconnaît pas là. Non, quand vous écoutez François, sort de ses gonds aujourd'hui. Non, quand vous écoutez François Bourouno, il dit un soutien inconditionnel de Bill de Sam. Non, ça n'a absolument rien. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Il croit certainement ce qu'il a appris. Je dis simplement. Ce qu'il dit a du sens. Non, et je dis simplement que quand on dit le fonds, pour ne pas que ce soit un fonds social, parce qu'en réalité, quand on discute dans le monde culturel, tout ce qui se distribue en termes d'argent, c'est à vocation sociale. On donne. Là, on est en train de parler de projet. On est en train de parler de projet. Quand on parle d'ailleurs... Et Bruno dit, et permettez que je finisse, Bruno dit que l'idée est de faire en sorte que ce fonds-là puisse lui-même aller rechercher d'autres financements. D'autres financements. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de graviter et de réclamer cet argent-là, personne n'a cette option de ce fonds. L'idée est peut-être de monter un projet tout à l'heure pour aller chanter le géloge du colonel Mamadi Doumbouya et qu'on mette de l'argent dans ça. Est-ce que vous pensez que ce qui va faire prospérer ce fonds? Si ce fonds n'est pas fructifié, est-ce que vous pensez que le président de la transition continuera à abonder ce fonds? L'idée est de réfléchir comment le structurer pour faire en sorte qu'il soit le plus durable possible. Si on est en train de mener ces réflexions, pourquoi est-ce que les gens n'attendraient pas? D'accord. Oui, en une minute maintenant, sinon on risque... Oui, en une minute, moi juste à chaque fois que j'entends parler de culture, et je le dis, je le rappelle toujours, la Guinée est aussi un scandale culturel, un scandale touristique, parce que on a tout pour que le tourisme et la culture soient des leviers réels de développement. Il y a beaucoup de pays que je peux donner en exemple qui ont survécu. Par exemple, un pays qui m'est cher, Cuba, a survécu à la chute de l'Union soviétique grâce en grande partie au tourisme. On voit aujourd'hui le Rwanda, ce que le Rwanda arrive à faire aussi sur ce plan, et je me demande toujours exactement qu'est-ce qui est fait dans ce sens. Je rappelle toujours, en tout cas à chaque fois qu'on parle, parce que c'est éminemment lié, bien entendu, la culture permet de vendre, et la culture, ce n'est pas que les artistes, ce n'est pas que les chanteurs, il faut aussi quand même le rappeler, c'est aussi les artistes, c'est aussi la diversité culturelle de nos différents pays, et cela est mis en valeur à travers le tourisme. Donc c'est toujours important de rappeler ceci. C'est toujours important, oui. Alors, je le disais tout à l'heure, nous nous acheminons vers l'arrêt des activités de la Société des mines de fer de Guinée qui exploite la mine de Nimba. En tout cas, entre les responsables de la société en question et les autorités actuelles, plus rien ne va. Conséquence, une assemblée générale même serait en cours pour libérer une bonne partie du personnel. Bouakar Sansobari, vous êtes intéressé à ce dossier? Oui, vous l'avez dit, il y a une menace qui plane au-dessus des activités de cette société qui est située du côté de Lola. Précisément. Oui, alors,
il y a quelques jours, en ce début du mois de juin, il y a une information qui a circulé au sein de la société de la part notamment du management, informant le syndicat que les gens devraient s'apprêter, se préparer à une réduction, l'expression qui a été utilisée, drastique du personnel. Et le syndicat, comme vous l'avez dit, en principe devrait tenir aujourd'hui même une assemblée générale pour passer le message au reste du personnel. Il faut dire que globalement... Un message difficile à... Surtout par les temps qui passent. Exactement. Voilà. Et qui traumatise. Hein? Globalement, le nombre d'employés, on estime l'effectif à quelques 300 personnes, toutes catégories, toutes fonctions confondues, quoi. Alors, la raison principale qui pourrait amener ça, c'est un courrier qui a été adressé à la société courant mai dernier par le ministre guinéen des Mines et de la Géologie. Moussa Magasuba. Oui, informant la société, parce que la société depuis quelques mois est en négociation avec les autorités guinéennes, notamment sur la voie par laquelle on devrait drainer le minerai. Et jusqu'à récemment, il y avait une option, il y a l'option du Libéria qui a toujours été envisagée. Il faut dire que la convention a été signée initialement avec les autorités guinéennes, en tout cas selon mes informations en 2003. Alors depuis, elle a été régulièrement amendée, elle a été consolidée. La dernière version autour de laquelle les négociations portaient a été signée, m'a-t-on dit, en septembre 2019. Le 5 plus précisément. Ah, allez-y. J'ai rien dit. Donc, en septembre 2000... Merci pour cette précision. En septembre 2019. Ouais. Et dans cette convention consolidée, l'option de faire passer le minerai par le Libéria était toujours une option envisagée. Sauf que... C'est la plus rentable. Exactement. Ouais. De toutes les hypothèses parce qui ont que été... du lieu, du site au port de Libéria, ça vous fait 300 km selon les spécialistes. Surtout que... Et du même endroit au port de Conakry, ça vous fait 700 km. Oui. 400 km de différence. Oui, mais surtout que dans le cas du Libéria, il n'y aurait pas nécessairement à réaliser les chemins de fer, vu que la partie libérienne a déjà réalisé des chemins de fer. Alors, sauf que avec la perspective du transguinéen, qui est envisagé dans le cadre du projet Simandou, les autorités guinéennes estimant que le coût de réalisation des chemins de fer a été réduit, ont subitement écarté l'option, on me dit définitivement écarté l'option du Libéria. Donc, la société se dit que devant une telle situation, elle n'exclut pas l'éventualité d'arrêter et peut-être même des activités et peut-être même l'option de rompre éventuellement fatal pour les travailleurs. La convention. Alors, la société, en gros, il y a un aspect que la société ne comprend pas. Parce qu'il faut dire que les négociations ces derniers mois ont été menées au plus haut sommet entre la société et les autorités guinéennes. Parce que même le patron de HPX, Monyuma en a parlé ici plus d'une fois, a réussi à rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya. Il a même été envisagé à un moment donné que, suivant un accord presque informel, que le patron de HPX, Friedman, puisse être un peu le conseiller du colonel Mamadi Doumbouya pour ce qui est de l'industrie minière. C'est dire que leur relation semblait au beau fixe jusqu'à récemment. Et donc, c'est à la surprise générale que la société a pris la nouvelle relative au fait que les autorités guinéennes écartent désormais l'option de faire drainer le minerai par le Libéria. Et pour les responsables de la société, il y a comme une... c'est comme si les autorités guinéennes se dédisaient. Parce que vous vous rappelez, au cours des concertations que le colonel Mamadi Doumbouya avait eues avec tous les acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée, y compris les miniers, pratiquement seul devant les miniers, il s'était engagé
à respecter tous les engagements auxquels la Guinée avait souscrit. Donc, il y a comme une espèce c'est comme si cette parole-là, cet engagement-là n'avait pas été honoré sur la base de ce qui est en train de se passer là. Et ceci dit, du côté des autorités guinéennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on estime que désormais les coûts, ce n'est plus pour réaliser les chemins de fer de Lola jusqu'à Conakry. Ce serait plutôt entre Lola et Beila, c'est environ 150 km. Autour de 150 km. L'autre chose que les autorités guinéennes mettent en avant, c'est l'idée que ce n'est pas toujours stratégiquement bien de dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire, la question se pose entre le Soudan et le sud du Soudan aujourd'hui. Si vous êtes en conflit avec un pays, ça peut toujours mettre en péril peut-être vos activités. Si vous êtes suffisamment autonome dans l'exploitation de vos ressources, ça peut toujours être utile. Ça, c'est pour le long terme. La dernière chose que je voudrais mettre en avant, c'est que il n'est pas exclu que les autorités guinéennes aient été encouragées sur cette voie par la convoitise que la mine de Nimba suscite de la part de Jindal Steel. Vous savez, Jindal Steel... La structure indienne, là. Oui, indienne, qui avait mis à disposition, entre griffes, l'avion dont on a souvent parlé. Des avions, pas qu'un seul. Voilà, des avions. C'était 3. Hein? Oui, les 3. On avait déjà parlé de la mine de Zogota concernant Jindal Steel, mais il semble que le Jindal Steel convoite également la mine de Nimba. La mine de Nimba. La preuve, c'est que récemment, nos confrères d'Africa Intelligence ont publié des articles dans lesquels il ressortait que Jindal a fait circuler des fausses informations, laissant croire qu'elle s'apprêtait à acheter les actions de la SMFG, de HPX à l'intérieur dans le projet de Nimba. Pour HPX avait dû produire des courriers envoyés respectivement au président de la transition et aux représentants de Jindal Steel à Conakry ici pour démentir l'information que ce type de négociation, ce type de débat n'a jamais été à l'ordre du jour. La dernière chose que je voudrais mettre en avant, si jamais on venait à rompre la convention, il n'est pas exclu que cela débouche sur un contentieux au niveau judiciaire. Parce que comme on l'a vu déjà par le passé avec l'on m'apprend que l'on m'apprend que les investissements qui ont déjà été faits au niveau de la mine se chiffreraient autour de 700 millions de dollars US, de dollars américains. Donc on peut estimer que la société ne pourrait pas laisser passer un tel montant par perte et profit. D'accord, oui. Oui, Baila Amadou Traoré, vous qui avez donné cette autre précision le 5 précisément. En tout cas, les travailleurs ne sont plus loin de la congélation. Il faut dire que c'est des travailleurs qui ont été envoyés en congé technique, mais pris en charge par la société. 80% d'entre eux, depuis septembre dernier, exactement, 2022, ils étaient déjà en congé technique, mais ils étaient déjà leur salaire. Ils étaient déjà pris. Maintenant, puisque le ciel continue à s'assombrir, on sort un document pour interpeller le syndicat pour cette autre décision. Oui, allez-y, une chose, Baila Amadou Traoré. Oui, donc, comme vous m'étendez la perche, une pensée positive pour ces travailleurs, parce qu'on sait effectivement que c'est toujours délicat pour un père de famille. C'est le seul grand projet minier dans la localité. Voilà, donc, mais c'est et sauf que et c'est effectivement un projet minier d'intérêt national, ce n'est pas n'importe lequel, bien évidemment. Quand on parle du Nimba et de ce minerai du fer, on dit que les réserves sont estimées à 1 milliard de tonnes. Voilà, donc c'est vraiment un projet d'intérêt national qui fait que on doit non seulement nous, la société civile, les médias et surtout les autorités prendre très au sérieux et peser
très fortement les décisions qui vont être prises, parce que c'est des décisions qui vont certainement nous engager pour plusieurs années et qui va nous impacter. Maintenant, moi je pense que tout ceci ressemble aussi à une négociation en vérité, et ceci parce que c'est pratique que Sanso a décrit effectivement, de dire aux syndicats qu'on va perdre, qu'on va arrêter. Ça me rappelle aussi justement lorsque les négociations avaient commencé autour justement du Transguinéen, c'était les mêmes discours sur justement l'impact social que va avoir un arrêt des activités. Donc ça c'est tout à fait normal. Maintenant je ne pense pas du tout qu'il y a une remise en cause des accords, une remise en cause de la parole donnée, parce que ça c'est un contrat. Et dans le, comme l'a si bien dit, comme l'a décidé le Libéria, oui, mais c'est déjà une première remise en cause. Non, juste peut-être que vous pouvez la sous-estimer, la banaliser. Non, mais il y a déjà une première remise en cause. Pas du tout, je ne vais pas la banaliser parce que c'est très important. C'est le point nodal de ce projet. Comment on appelle la question de l'évacuation du minerai. Même sous Alpha Condé, ça a été le point nodal, ça a été l'objet de plusieurs négociations, ça a été l'objet de beaucoup de questions. Maintenant, toutes les enquêtes, de toutes les études faites, faire passer le minerai par Conakry va être à perte si ce n'est pas l'option libérienne qui est mise en avant. Oui, maintenant, comme Sanso l'a si bien dit, ça c'était, les choses ont évolué. Et ce que je veux dire sur la question de la parole donnée, c'est qu'on est dans le cadre d'un contrat. Un contrat qui prévoyait justement différentes options, qui prévoyait également les conséquences du choix d'une option par rapport à l'autre. Et c'est bien intéressant de voir justement que l'option première d'abord, l'option naturelle, l'option, on va dire, la première option, l'option de base, c'était bien l'option libérienne. Non, c'était pas l'option libérienne. Guinéenne. C'est l'option guinéenne. Le port de Maintenant, c'était à travers une étude de viabilité de cette option qui devait être fournie par la société. C'était au cas où cette option justement était trop coûteuse pour la société. Elle avait justement le choix de démontrer que l'option libérienne était meilleure, et là aussi il était prévu dans le contrat les modalités même d'acceptation, il était prévu aussi même les modalités de résiliation aussi en cas de désaccord sur ces questions-là. Maintenant il y a eu une évolution aussi majeure, c'est que effectivement à l'époque où les négociations ont commencé, effectivement, la Guinée n'avait pas de part, par exemple, dans les rails. Et il y avait deux sociétés, c'est-à-dire Euronimba aurait dû, la SMFG aurait dû certainement négocier avec une société, avec Winning qui allait faire certainement parce qu'il allait ses rails, ou avec Rio Tinto. Donc maintenant que les choses aussi ont évolué, qu'il y a maintenant que la structure du projet a changé avec cette évacuation, c'est aussi effectivement comme ça peut ressortir aussi de ce que Sanso a dit, ça peut être que l'État estime que dorénavant, maintenant qu'il y a une mutualisation déjà des infrastructures, que toujours dans le cadre de cette mutualisation, ça pourrait être, l'option pourrait devenir viable. Maintenant, dans ce cadre-là, c'est des négociations qui vont s'engager avec des grands cabinets d'avocats de la place, des deux côtés, du côté de l'État, parce que bien évidemment, 300 emplois, c'est hyper important, mais 300 emplois face à des milliards de francs guinéens et à des années, comment on appelle, à des années d'exploitation, il faut aussi peser cela sur la balance. Donc, je pense que c'est un round de négociation classique et chacun va user de ce qu'il a comme maximum d'intérêt dans l'exploitation du projet. Exactement, et chacun va jouer sur... Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Et d'ailleurs, mon cousin Marwan l'a rappelé ici hier, les amis,
États. Non, ici, les États. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et leur intérêt, tant que ça se passe dans la légalité. Et moi, je crois que le contrat aussi, il faut faire très attention parce que c'est des spécialistes qui travaillent sur ça. Mais en général, il y a des options qui sont prévues. Bonsoir à vous. En période de congé technique, l'employeur doit aux travailleurs un minimum de 30% de leur salaire. Ce congé est de 6 mois au maximum. Mamadi Tourakaba, juriste qui suit cette émission. Oui, il a été porte-parole de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Merci pour cette contribution. Allez-y. Deux dernières choses que je voulais ajouter. On peut au moins dire qu'il est technicien. Mamadi Tourakaba. C'est un intellectuel puis un technicien. Du domaine. Oui, bien confirmé. Voilà, justement. Lui, personne ne peut contester quand même. Lui, personne ne peut contester. Allez-y. Mais tu peux contester aussi pour on avance. J'ajoute qu'il est aussi très humble. Ouais, très modeste. Très modeste. Et cela, il faut le saluer. Deux dernières choses. La première, c'est que finalement, la société n'exclut pas du tout l'éventualité de faire passer par le transguinéen, mais elle souhaiterait qu'on lui permette de le faire après avoir exploité 5 millions de tonnes. C'est-à-dire peut-être, vous savez par exemple, mettre en place le transguinéen prendrait du temps, alors que s'il lui est permis tout à l'heure de faire passer les premières tonnes par le Libéria, les activités pourraient commencer tout de suite. Et le dernier détail que je voulais ajouter du côté guinéen, c'est que on estime que si le transguinéen est poussé jusqu'au niveau de Lola, puisque c'est une voie à multi-usage, ça permettrait de relier directement Conakry à la pointe la plus éloignée du pays, notamment dans sa partie sud. Donc ça permettrait de désenclaver pratiquement le pays au niveau transport. En tout cas, c'est des milliers d'emplois qui sont en jeu, selon des observateurs. Prions Dieu que les partis sachent raison garder pour le bonheur, bien entendu, des mêmes partis. C'est important de le dire. On va donc... Trop fataliste le Guinéen. On prie Dieu encore pour ça. On est trop fataliste, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Non, mais je pense que ce que moi je préconise, vous savez, quand on parle d'affaires, et surtout dans le domaine minier, on sait tous que les miniers sont des escrocs. Aujourd'hui, la situation actuelle du pays fait que aujourd'hui cette situation est favorable, est quasiment favorable aux gens. Oui, je dis, on le sait tous, c'est ce qu'on dit, c'est un jargon qui est beaucoup plus approprié. Il y a beaucoup de corruption dans le secteur. On dit c'est le monde des escrocs, donc ça c'est le domaine des mines. Mais ce qui est évident, aujourd'hui, la situation de la transition c'est devenu un chantage, un moyen de chantage pour ces miniers, pour mettre la pression, parce qu'on sait qu'avec une autorité légitime, légale, il y a ces trucs qu'on ne peut pas se permettre. Mais avec les gens, c'est des choses qu'on a fait miroiter. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la technique de Pavlov. La technique de Pavlov, vous connaissez... Biologiste. Oui, non, c'est comment on appelle c'est un psychologue. Pavlov, c'est un russe, c'est un psychologue. Donc la technique de Pavlov, c'est la technique du conditionnement. Aujourd'hui, on estime même que le coup d'État, tout ça, c'est lié autour de la question des mines et autres. Donc, c'est une façon, on a jeté la part et puis le pouvoir a mordu à la maison. Et malheureusement, on sait qu'on veut profiter de la situation pour renégocier les contrats. C'est la situation qui profite. On devrait en parler.